Bonjour à chacun et à chacune d'entre vous. Nous nous retrouvons donc dans le cadre de notre mission d'information sur la précarisation, paupérisation, et cet après-midi sera consacré à un échange sur la précarité alimentaire. Nous avons le plaisir d'accueillir les représentants de 5 organisations actives en matière de lutte contre la précarité alimentaire. Donc, Monsieur Yves Mérillon et Louis Cantuel, responsables des relations institutionnelles des Restos du Cœur, et je crois que vous êtes en visio. Oui. On est là, oui. Voilà. Oui, tout à fait. Monsieur Yann Auger, directeur général de l'Association nationale des épiceries solidaires, que je vois aussi en visio, merci. Monsieur Nicolas Champion, membre du Bureau national du Secours populaire, en visio également, que je... Bonjour. Voilà, très bien, merci. Et Jean-Baptiste Favatier, président de l'Ordre de Malte France, que je vois également. Bonjour à tous. Monsieur Claude Balland, merci d'être présent avec nous dans cette salle. Donc, vous êtes président de la Fédération française des banques alimentaires. Donc, je vous remercie tous d'avoir accepté l'invitation du Sénat. Notre mission d'information est chargée de comprendre et de proposer des solutions face au phénomène de précarisation et de paupérisation d'une partie des Français, c'est-à-dire au mouvement de fragilisation qui frappe certains de nos concitoyens, non seulement dans la crise actuelle, mais au cours des dernières années, et notamment depuis la dernière crise. Et c'est vrai que le Covid nous a fait vivre un événement exceptionnel, là aussi, sur le fait que des personnes basculent dans la précarité alors qu'ils ne s'y attendaient pas. Je vous propose, sur la forme, donc, de débuter cette audition par un bref propos liminaire de 7-8 minutes chacun, qui permettra de bien identifier le rôle respectif de vos organisations. Vous pourriez également nous faire part de vos principaux constats quant aux grandes tendances observables d'évolution de précarité alimentaire, notamment quant aux nouvelles populations qui font appel à vos services depuis la crise liée à l'épidémie du Covid-19, mais aussi auparavant, le cas échéant. Nous ouvrirons ensuite une phase d'échange en commençant par les questions de Madame la rapporteure, Madame Frédérique Puissat, et ensuite par les questions des sénateurs et sénatrices qui sont présents dans cette salle ou à distance également et qui sont membres de notre mission d'information. Je vous rappelle que cette audition fera l'objet d'une captation vidéo qui sera retransmise en direct sur le site internet du Sénat et sera consultable à la demande en vidéo donc. Messieurs Mérillon et Cantuel, je vais peut-être commencer par vous donc, et vous laisser la parole. Alors, je ne sais pas. Oui. Voilà, donc nous je vous vais voyons, commencer, nous vous entendons. Je vais commencer et Louis Cantuel pourra compléter. Merci d'abord de cette invitation. À un moment où, un an après le début de la crise, nous avons beaucoup de réflexions qui nous interrogent sur la façon dont nous remplissons nos missions. Peut-être d'abord juste une petite photo. Aujourd'hui, nous aidons à peu près 900 000 personnes qui, avant la crise, nous faisons ça avec 75 000 bénévoles dans 2000 centres en France et nous distribuons chaque année 135 millions de repas. Un point qui est important, c'est que nous ne sommes pas seulement une association d'aide alimentaire, et c'est quelque chose qui est fondamental pour nous. L'aide alimentaire est la porte d'entrée vers toute une série d'activités, d'actions d'inclusion sociale, que ce soit le soutien à la recherche d'emploi qui est évidemment fondamental, l'accès à la culture, le microcrédit, le conseil budgétaire, l'accès aux droits, la lutte contre la fracture numérique, et nous avons aussi des activités d'insertion. Nous gérons une centaine d'ateliers chantiers d'insertion ainsi que des centres d'hébergement et de résidence sociale. La crise précédente, qui était celle de 2008, s'était traduite pour les Restos du Cœur par l'arrivée au bout de 2 ans de 25% de personnes en plus.
C'est une référence que nous avons en permanence en tête et qui nous inquiète, puisqu'elle pourrait préfigurer ce qui pourrait arriver à l'issue de cette crise sociale qui suit la crise sanitaire. Et évidemment, ça nous inquiète beaucoup et j'y reviendrai. Sur les publics que nous avons, je crois qu'il est intéressant de donner quelques chiffres. Il y a deux caractéristiques importantes dans les publics qui sont reçus par les Restos du Cœur. C'est d'abord la jeunesse. 40% de mineurs qui sont inscrits avec leurs parents, et puis 10% de jeunes de 18 à 25 ans. Je le cite puisque c'est un public qui est un peu au centre des discussions politiques en ce moment sur les aides à donner à ces jeunes. Donc 10 points de jeunes entre 18 et 25 ans, mais au total, c'est une personne sur deux inscrite au Resto du Cœur à moins de 26 ans. Deuxième caractéristique, c'est l'isolement des personnes que nous recevons. La moitié des familles que nous recevons sont monoparentales. Nous avons à peu près 3 fois en pourcentage le pourcentage qui existe dans la population en général de familles monoparentales, c'est-à-dire dans 90 à 95% des cas, des femmes seules avec enfants. Et puis nous avons globalement 40% de personnes seules. Donc voilà un peu des caractéristiques qui sont importantes pour comprendre un peu le type d'action que nous essayons de développer. Alors maintenant, l'impact de la crise sanitaire sur ce fonctionnement. Bien entendu, comme tout le monde, nous avons été au mois de mars 2020 extrêmement perturbés et nous avons pu continuer notre action moyennant un certain nombre de mesures d'adaptation qui sont des dégradations du service rendu, mais qui étaient pour nous indispensables pour pouvoir continuer à fonctionner à une époque où, d'une part, une partie des bénévoles qui sont âgés s'étaient mis en retrait, et d'autre part, comme tout le monde, nous n'avions pas de masque, nous n'avions pas de gel hydroalcoolique, nous n'avions pas tout le matériel que nous possédons aujourd'hui. Et donc, on a pu continuer à faire la distribution alimentaire avec des méthodes qu'on a qualifiées dans les journaux de drive, c'est-à-dire qu'avec des colis confectionnés a priori, les gens n'avaient plus le choix et repartaient le plus vite possible avec leurs colis. Donc plus le choix, plus le temps de discuter, plus d'accueil qui est important pour prendre en compte les problématiques des personnes qui nous rejoignent. Deuxième conséquence très ennuyeuse et que nous avons cherché à compenser progressivement, c'est l'arrêt de la plupart de ces activités d'inclusion, d'aide à la personne qui ne pouvaient plus se dérouler. On ne pouvait plus faire du conseil du soutien à la recherche d'emploi ou des cours de français, par exemple, dans les conditions habituelles. Et donc, il a fallu les arrêter et toute notre énergie est aujourd'hui focalisée vers le redémarrage de ces activités. Alors, on a beaucoup parlé pendant cette crise de l'arrivée de nouveaux publics. Ces nouveaux publics, on chiffre à peu près à 15% des personnes qui viennent nous rencontrer. On en a beaucoup parlé, les gens qui avaient des petits boulots, des CDD, des intérims, les étudiants qui finançaient leurs études avec des petits boulots, notamment dans la restauration, et qui se sont arrêtés brutalement. Sans parler des familles qui ne pouvant plus mettre leurs enfants à l'école, devaient les nourrir à domicile et ne bénéficiaient plus des cantines scolaires qui ont en général des tarifs dits sociaux. Voilà un petit peu la première photo des gens qui sont arrivés chez nous. Avec nous avons aussi des activités de rue et dans certaines villes comme à Paris, à Toulouse, des très très fortes augmentations de la fréquentation de nos distributions dans la rue qui ont été très brutales. Alors, aujourd'hui, dans quelle situation nous trouvons-nous ? Nous avons été aidés par les pouvoirs publics, par l'Europe, qui nous ont permis de passer le cap aigu de la crise. Aujourd'hui, nous nous projetons vers l'avenir et ce qui nous inquiète, c'est que va-t-il se passer lorsque les aides publiques aux entreprises vont s'arrêter ? Que va-t-il se passer quand la réforme des indemnités chômage va rentrer en ligne de compte ?
tous ces éléments ne vont pas dans le bon sens pour diminuer la fréquentation des publics dans les files d'attente des Restos du Cœur. Et c'est cela qui nous inquiète. Est-ce qu'on ne va pas avoir une brutale augmentation du chômage qu'on n'a pas encore complètement vue aujourd'hui, qui se traduira immédiatement par une augmentation de la fréquentation de nos centres d'activité. Donc voilà un peu les inquiétudes avec en arrière-plan ces 25% dont je parlais d'augmentation en 2008, et la crainte que nous avons, c'est évidemment que ces 25% se renouvellent. Alors peut-être un point, si Louis Cantuel veut compléter à la fois sur les aides que nous avons eues, notamment de l'Europe, qui sont intéressantes mais qui posent question, éventuellement sur l'étude que nous avons menée sur les publics, si Louis Cantuel veut compléter un peu ce que j'ai dit. En un mot, parce que je voudrais laisser du temps pour tout le monde. Simplement, ce qui ressort effectivement de ce qu'on a pu, de ce qu'on peut commencer à observer, on a transmis à la commission en amont de cette audition, cette étude flash qui a été conduite en fait juste après le premier confinement. Et ce qui ressort au-delà de la dimension quantitative et des chiffres de fréquentation, c'est vraiment un phénomène d'aggravation de la précarité, c'est-à-dire de personnes qui étaient déjà dans des situations de précarité ou de quasi-précarité, qui avec la crise sont sur un phénomène ou un processus de basculement, donc qui n'est pas immédiatement visible dans les chiffres d'activité des associations, mais qu'on va très probablement voir dans les mois qui viennent. C'est pour ça que Yves Mérillon a insisté aussi sur la notion de crise qui sera probablement durable et où la partie la plus massive risque en fait d'arriver dans les prochaines années. Ça avait été le cas effectivement il y a 10 ans et ça risque d'être le cas encore cette fois-ci. Sur les aides, on y reviendra peut-être plus en détail tout à l'heure. Il y a eu effectivement plusieurs aspects. Il y a eu un plan d'urgence qui a été débloqué de manière assez conséquente. Il y a un plan de relance qui est en cours de mise en œuvre. On aura, je pense, l'occasion d'y revenir. Et puis, il y a le soutien européen à travers un programme spécifique qui s'appelle le programme REACT, a été débloqué et donc va bénéficier aux 4 associations qui mettent en œuvre le FEAD. C'est une aide qui est considérable et qui sera très utile, même si elle se met en œuvre dans des conditions qui ne sont pas totalement satisfaisantes de notre point de vue, puisque on est vraiment sur une gamme très, très réduite de produits. Mais là encore, je pense qu'on y reviendra peut-être dans les questions-réponses. Merci. Très bien, merci pour ces propos liminaires. Peut-être Monsieur Yann Auger, directeur général de l'Association nationale des épiceries solidaires. Oui, merci. J'espère que vous m'entendez bien. Parfait. Je vais tâcher d'être, je l'espère, aussi complet que nos amis des Restos du Cœur. Juste en quelques mots sur le périmètre. Donc, au sein de l'association Andes, on fédère un réseau d'à peu près 420 épiceries solidaires qui accompagnent environ 200 000 personnes chaque année et qui les accompagnent sous une forme spécifique qui allie de l'aide alimentaire et de l'accompagnement social. Là, on retrouve quelque chose qui vient d'être évoqué et qui, je pense, va revenir dans toutes les présentations. Et avec une aide alimentaire qui est pratiquée sous une forme un petit peu spécifique, puisqu'il y a cette volonté de distribuer l'aide alimentaire sous la forme d'établissements qui ressemblent à des commerces de proximité quelconques, à ceci près qu'ils sont dédiés à des personnes, bien sûr, en situation de précarité, et au sein desquelles ces personnes font leurs courses pour un coût entre 10 et 30% de la valeur marchande des produits, comme ils le feraient dans un commerce ordinaire, mais avec ce système de remise très, très important qui leur donne accès à ces produits pendant leurs quelques mois de présence au sein des épiceries, puisqu'ils sont censés n'y être que de passage pour quelques mois avant de pouvoir retrouver une vie normale, si je puis dire. Bien sûr, sur le terrain, ce n'est pas toujours aussi simple que ça. Pour finir le petit panorama des activités et en venir au sujet du jour, nous aussi, nous avons d'autres activités qui sont au service des premières, puisque nous avons également des chantiers d'insertion qui livrent en particulier des fruits et légumes aux structures d'aide alimentaire, aux épiceries du réseau Andes, mais aussi à d'autres structures, y compris parmi celles présentes autour de la table aujourd'hui. Voilà pour le panorama. Sur l'impact de la crise, je ne vais pas être très original en vous disant que depuis un an, ça a été par moments fort complexe, surtout
lors du premier confinement, où c'était au tout début en tout cas un joyeux bazar. Petit à petit, les choses se sont structurées, mais le mode de fonctionnement dégradé est devenu presque la normalité, ce qui n'est pas sans poser évidemment tout un tas de problèmes et de questions. Tout le volet accompagnement social, atelier, collectif, etc. pour les bénéficiaires est très, très fragilisé par la situation. Donc, pour vous donner quelques grands chiffres, en 2019, dans le réseau Andes, on avait fait un peu plus de 12 000 ateliers à destination des bénéficiaires. En 2020, on n'en a fait que 4 000. Donc, ce n'est pas si mal, mais sachant qu'il y a 2 mois et demi du début de l'année qui ont fonctionné normalement, et puis ensuite, s'en est suivi ce que vous connaissez. Donc, voilà, il n'y a pas lieu de s'en étonner, mais ce n'est pas une très bonne nouvelle et ça nous inquiète quant à notre capacité à accompagner les personnes sur autre chose que de la distribution alimentaire, ce qui n'est absolument pas la vocation des épiceries solidaires. Sur la fréquentation, on a enregistré des hausses pas loin de 30% en moyenne sur l'année 2020, avec évidemment des pics très forts pendant les confinements et tout particulièrement pendant le premier, où on avait chiffré la hausse à peu près 40% en moyenne. Par contre, ce qui est inquiétant, c'est que dans ces moyennes, on retrouve des situations extrêmement variables, des structures qui n'ont finalement presque pas connu d'augmentation et d'autres qui font face à des hausses de 100% ou de 150%. Voilà, ce qui n'est pas sans poser question quant à leur capacité à absorber de telles évolutions. Donc ça, c'est pour les chiffres globaux. Je n'ai pas encore de visibilité sur le premier trimestre 2021, mais ça devrait venir assez vite et je suis curieux de voir ça. Je pense que toutes les associations qui sont autour de la table sont amenées maintenant à faire, si je ne dis pas de bêtises, des statistiques trimestrielles sous l'impulsion de la DGCS, de l'INSEE, de l'adresse. Et je pense que ça va nous aider à nous donner une vision de la situation en cours de route sous une forme un peu formalisée, standardisée, au-delà des petites enquêtes qu'on peut faire en interne ici ou là. Donc, on verra bien. Sur les profils, je n'ai pas grand-chose d'original à vous dire. Hélas, on retombe sur ce qui a déjà été dit par les restos et ce qui va être confirmé, je pense, par les confrères. Beaucoup de personnes seules, de personnes qui ont subi l'impact économique de la crise, soit de manière ponctuelle parce que les magasins sont fermés ou autre, soit parce qu'on commence à ressentir les impacts un peu structurels de la crise économique. Beaucoup d'étudiants, bien sûr, sachant qu'on a la particularité aussi d'avoir des épiceries qui sont dédiées aux étudiants et qui sont particulièrement touchées actuellement, et les familles monoparentales, enfin bon, tout ce qui a été évoqué par les restos, la problématique des cantines scolaires au printemps dernier et sans doute pour les quelques semaines qui viennent encore. Voilà, comme je vous disais, ce n'est pas très original ce que je vous raconte, mais je crains que ça corresponde parfaitement à la réalité. Nous aussi, on a été aidés en 2020 en particulier, au travers des 2 plans d'urgence qui ont été mis en place pour l'aide alimentaire de manière assez rapide et significative. Il y a par ailleurs, excusez-moi, je reprends le fil de ce que je voulais vous dire, le plan de relance, on s'interroge beaucoup, bien sûr, parce que d'une part, il y a énormément de demandes formulées au travers de ce plan de relance pour des projets sans doute très intéressants, mais ponctuels. Et on s'interroge beaucoup sur la pérennité des moyens futurs, au-delà des enveloppes très significatives, mais ponctuelles, qui sont mises à disposition au travers de ce plan de relance. Donc, s'il faut faire face de manière relativement durable à une hausse de 30% de la fréquentation, je ne sais pas bien comment tout ça va s'organiser. À notre toute petite échelle, finalement, parce que les épiceries représentent à peu près 5-6% de l'aide alimentaire, l'une de nos principales sources de financement, c'est le CNES, le Crédit national des épiceries solidaires, qui permet de pallier le fait que les épiceries n'ont pas accès au FEAD.
puisqu'elles ne pratiquent pas l'aide alimentaire gratuite, en tout cas pas majoritairement. Et bref, ce CNES est stable depuis plusieurs années. Il l'est en tout cas entre 2020 et 2021, alors même que les besoins sont en hausse de 30% au sein des épiceries existantes, et alors même qu'il s'ouvre de nouvelles épiceries solidaires à peu près toutes les semaines en ce moment. Voilà, donc on s'interroge beaucoup, enfin, c'est un exemple très important. On se demande comment le CNES va pouvoir évoluer dans les années à venir, au-delà des belles démarches, mais ponctuelles, menées au travers du plan de relance. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long, et on reviendra peut-être sur tout ça ensuite. C'est bon pour vous? J'ai plus de retour, j'entends plus rien depuis que j'ai causé. Nous non plus, on n'entend plus rien, je ne sais pas. On n'entend plus la salle. C'est ça? Voilà. Vous m'entendez mieux là? On vous entend là. C'est bon. D'accord. Ben voilà, c'est la présidente qui avait le doigt dessus, mais qui avait oublié d'appuyer sur le micro. Monsieur Nicolas Champion m'entend? Oui, c'est bon. Merci. Très bien. Désolée pour cette technique. Pourtant, on devrait avoir l'habitude parce qu'on en fait, c'est justement parce qu'on en fait à longueur de journée qu'on finit par avoir des petits soucis. Donc, monsieur Champion, ça vous... Écoutez, merci beaucoup. Alors, sur le panorama général, le Secours populaire aide 1,8 million de personnes dans plus de 1300 lieux d'accueil du public répartis au travers de l'ensemble du territoire français. Alors, on est une association décentralisée. Ça veut dire qu'on a des fédérations départementales et des comités locaux. Ça nous permet d'être au plus près de la population. Et évidemment, ça nous a permis d'être au plus près des gens pendant cette crise sanitaire. Sur les chiffres généraux, alors sur l'augmentation des personnes avant la crise sanitaire, on aidait en 2009 1,3 million de personnes. On est arrivé à 1,8 million en 2019, donc on avait déjà eu 500 000 personnes en plus sur les 10 dernières années. La typologie des publics, alors on a un chiffre presque similaire au pourcent près avec celui des Restos du Cœur. On a 42% des personnes qui sont accueillies au Secours populaire, et c'est un chiffre qui est stable. 42% des personnes accueillies au Secours populaire qui sont des enfants, donc via leurs parents, mais en tout cas, on a 42% de mineurs. On a fait un sondage Ipsos pour parler de la crise en septembre dernier, et un Français sur 3, déjà en septembre 2020, avait connu une baisse de revenus pendant la crise sanitaire. Donc ça donne à peu près l'idée de l'ampleur de la vague de précarité à laquelle on s'apprête à subir. Alors évidemment, je redis un peu déjà les constats qui ont été faits, mais pendant la première crise, pendant le premier confinement, on a eu les populations qui ont été précarisées très très vite, qui sont les personnes qui vivaient de petits boulots, de missions d'intérim, et qui sont arrivées rapidement chez nous. Maintenant, depuis la rentrée scolaire, on a le public des étudiants, et on multiplie des antennes sur les campus universitaires, des solidaribus, en tout cas tout ce qui est dispositif pour aller vers ces publics-là. Et on est touché de plein fouet par une vague de précarité étudiante. Aussi, ce qu'on peut noter, c'est la précarité psychologique dans laquelle se trouvent les gens, et se sont trouvés très très vite. Ils sont arrivés chez nous suite au premier confinement en étant complètement désorientés. Ils ont basculé très très brutalement dans la précarité.
Et ça veut dire que quand ils sont arrivés chez nous, alors pareil, on était en organisation de distribution alimentaire en mode un petit peu drive, en tout cas en conditions dégradées. Mais en tout cas, ils sont arrivés chez nous complètement déboussolés et on s'est rendu compte qu'on a pu reprendre notre travail d'accompagnement, reprendre nos permanences d'accueil social, que ces gens-là, vraiment, on avait marre. Donc, on a innové, on a essayé de continuer ce qu'on fait habituellement, qui est le droit aux vacances. On fait des grandes journées des oubliés des vacances. On les a multipliées, ces journées-là, et on a fait ce qu'on a appelé des journées bonheur pour essayer d'offrir une parenthèse un petit peu pour que les gens puissent souffler pendant l'été. Donc voilà un petit peu sur toutes nos généralités. Après, sur les perspectives, alors le sondage express qu'on a fait à nos fédérations récemment laisse apparaître une augmentation de 30% des publics. Là. On attend de bien consolider les chiffres 2020, mais ça a l'air d'être la tendance. Voilà, on redoute un petit peu l'inscription dans le temps de cette précarité. Alors, les gens ont été aidés, nous aussi on a été aidés, et ça on peut le saluer par l'État, ou ponctuellement en tout cas sur cette crise-là. Malheureusement, on a peur que les gens se soient installés durablement dans la précarité et que les financements un petit peu exceptionnels ne perdurent pas. Voilà, je ne vais pas rallonger le tableau sur les points un peu plus spécifiques. Je pense que ça viendra dans les questions. Merci à vous. Merci à vous. Monsieur Favatier, je vous laisse la parole donc, pour l'Ordre de Malte France. On ne vous entend pas. Vous avez un problème. Voilà, ça y est. Merci. On vous entend. Parfait. Donc, je parlerai de ce que fait l'Ordre de Malte France en France, mais tout en rappelant que nous sommes présents dans 26 pays et que nous avons des actions alimentaires en Afrique de l'Ouest, dans les sommets indiens et dans un certain nombre d'autres zones avec des précarités parfois similaires, parfois très différentes. Je rappellerai également que notre tradition est une tradition sanitaire et sociale. Nous intervenons auprès des plus fragiles dans le domaine de la santé et dans le domaine de l'accompagnement social, y compris alimentaire. Voilà. Donc c'est important parce que ça guide un peu la manière dont on a lu la crise et dont on a adapté les dispositifs que nous avons. Et je rappellerai enfin qu'en France, alors nous avons 10 établissements médico-sociaux, 110 délégations, 12 000 bénévoles. Nous avons distribué à peu près 160 000 repas l'année dernière. Donc on n'a pas l'ampleur d'autres grandes associations. Mais on a une spécificité, je dirais, qui est d'intervenir dans la rue et à partir de la rue, c'est-à-dire dans le dernier maillon, que ce soit sous forme de petits déjeuners, de maraudes alimentaires, de maraudes mobiles, de dispensaires et de péniches. On est plutôt sur la précarité qui arrive dans la rue, je dirais. Alors, comme tout le monde, je crois que le Covid, nous, on avait des actions alimentaires à côté des actions sociales et médicales qui étaient relativement résiduelles, de 10 à 20% de nos activités. Avec le Covid, on a tout basculé, sauf le secourisme, en intégrant la dimension alimentaire, qu'elle soit spécifique avec des maraudes spéciales ou avec un dispositif qu'on a créé et qui est un dispositif global, sanitaire et social et d'hygiène. Il s'appelle Solimalt, mais je reviendrai, ça a été notre innovation à nous majeure l'année dernière. Mais on a basculé à peu près 60% de nos activités avec distribution alimentaire. Sur les publics, naturellement, passant le dernier, je ne peux qu'abonder tout ce qui a été dit. Je voudrais rajouter 2 catégories qui ont été peu ou pas évoquées. Le premier, c'est qu'on commence à voir arriver les seniors précaires dans nos maraudes alimentaires. Pas beaucoup, mais ça commence, et c'est la préfiguration d'un énorme choc de précarité qui va nous prendre pendant 10 ans, qui est l'arrivée du vieillissement de la population dans la partie la plus précaire. À titre d'exemple, nous avons un EHPAD à Saint-Étienne qui a 100% des places à l'aide sociale. Aujourd'hui, nous avons un dossier d'admission sur 2 qui est issu de personnes en très grande précarité, ce que nous appelons, nous, les hyper précaires. C'est-à-dire la personne n'a pas de ressources,
et sa famille n'en a pas non plus. Et par ailleurs, nous sommes en train de réfléchir dans le cadre de notre nouvelle stratégie à l'accueil en établissement de ces personnes qui n'ont pour l'instant pas les moyens de vieillir ni à domicile, ni en établissement et très mal dans la rue. Et puis l'autre catégorie, qui est une tendance lourde, que sans doute le Covid a accéléré, je ne suis pas certain, et qui n'arrête pas de croître, c'est à l'intérieur du pourcentage de la population dit au seuil de pauvreté. Et encore, il faudrait qu'on réactualise le salaire médian, qui est la base de calcul, pour avoir des chiffres plus corrects. C'est le développement de personnes qui sont en situation d'extrême précarité, c'est-à-dire de gens qui sont quasiment invisibles, qu'on ne voit plus apparaître dans les aides d'urgence de rue, dans les unités mobiles, qu'il faut aller chercher, souvent renvoyés par des associations de proximité, des voisins, qui arrêtent le véhicule, ils vous disent « Tiens, là, il y a quelqu'un qui vit dans une barre d'immeuble, mais vous ne le verrez jamais dans la rue, et il n'a même plus, je dirais, les ressources pour aller dans ces systèmes d'urgence. » Donc, à l'intérieur de la notion de pauvreté, alors, il faut voir comment on définit les termes. Hein. Le pauvre n'a rien et le précaire a peur, et le très fragile, comme disait le sociologue Rostand, et la personne la plus fragile, à la fois, n'a rien et a peur. Là, on a une frange d'hyper précaire qui est assez importante. On ne sait pas l'évacuer, puis nous ne sommes pas représentatifs pour faire des analyses macroéconomiques. Mais on peut penser qu'il y a 300 000 à 400 000 personnes. Ce sont peut-être les SDF de la Fondation Abbé Pierre, je ne sais pas, mais cette part grandit. Évidemment, on a vu arriver le million de personnes l'année dernière, des déclassés du Covid, souvent des familles, elles ont été dites. On a vu apparaître avec des problèmes par les problèmes alimentaires. Ce sont des gens qu'on a vus se nourrir d'abord dans les poubelles, avec une très faible culture d'urgence, un sentiment d'effondrement psychologique très dur, et assez peu d'informations au départ sur où aller trouver un poste des Restos du Cœur, du Secours populaire, quand passaient nos maraudes et autres. Et puis le phénomène des jeunes auxquels on a naturellement assisté. Mais j'insisterai, moi, sur deux publics complémentaires que nous rencontrons plus particulièrement dans la rue, c'est les hyper précaires. Ceux-là, on les rencontre depuis longtemps. Et puis des tout nouveaux qui sont des indices de l'arrivée de personnes de 70 ans, 65 ans, 70 ans parfois, dans les maraudes alimentaires ou les centres de distribution fixes. Alors, le Covid, quel a été, je dirais, l'impact du Covid? Bon. Nous, on a tout de suite, dans la lignée de ce qui a été dit sur le fait que l'alimentation révèle beaucoup d'autres besoins, psychologiques notamment, mais également sanitaires. Le premier souci, ça a été de trouver des réponses de rue qui offrent une solution globale. Donc, on a lancé un nouveau type de maraude qui s'appelle Solimals. On en a 25 et on va les étendre très considérablement, qui sont des unités mobiles dans lesquelles il y a un professionnel de santé qui fait du soin de premier recours, une distribution alimentaire, une distribution et des conseils d'hygiène, masculins et féminins, et puis un accompagnement social qui aujourd'hui est réduit à ce que savent faire nos bénévoles, mais on cherche à développer en partenariat avec les collectivités locales et les grandes institutions le fait de pouvoir embarquer des travailleurs sociaux dans ces unités mobiles pour faire des diagnostics de connaissance et d'état des droits de ces personnes fragiles. Ils sont très éloignés de toute structure institutionnelle. L'idée est d'amener le système là où est la personne, parce que plus elle est précaire, moins elle va aller vers le système. Et c'est vraiment une de nos grandes préoccupations à 5 ans, c'est d'organiser la rue comme un véritable système sanitaire et social, avec des réponses pérennes et pas des réponses exceptionnelles d'urgence. Et ça, c'est le changement, à notre avis, qu'induit l'évolution quantitative et qualitative de la précarité. Nous n'avons bénéficié d'aucune aide, pas un centime de la Commission européenne. On est en appel d'offres actuellement sur France Relance pour une douzaine d'épiceries solidaires. Et on s'est débrouillé tout seul comme des grands pendant plus d'1 an, sans toucher un centime de quelques fonds d'aide que ce soit. Ils ne sont jamais arrivés jusqu'à nous. Alors, on n'est pas référencé parmi les grandes associations, on n'était pas suffisamment en veille. Enfin, en tout cas, Dieu sait si on a travaillé avec beaucoup d'interlocuteurs, collectivités locales, on a même été amené à intervenir pour le compte d'autres associations spécialisées en distribution alimentaire, comme la Banque alimentaire, dont les bénévolats étaient en partie plus âgés que les nôtres. On a la chance d'avoir un bénévolat avec un ventre médian
plutôt jeunes, enfin en tout cas en dessous des tranches d'âge Covid, ce qui nous a permis dans un certain nombre de départements d'agir en partenaire, de compléter, de distribuer, là où d'autres associations s'arrêtaient. Mais on a fonctionné sur des dons privés, des dons d'entreprises, des dons de certaines collectivités locales, donc des dons publics, mais très résiduels. Mais on a complètement échappé au... Je ne dis pas que ce soit bien ou mal, hein, mais on était hors dispositif d'aide. Il n'arrivait pas jusqu'à nous. Voilà. Troisièmement, sur l'impact du Covid, c'est sûr qu'on a vu la fermeture de centres de distribution fixes, notamment en communes, a mis dans la rue, dans un état de faim, des tas de gens qui avaient l'habitude, précaires, mais qui avaient l'habitude de trouver des points fixes de distribution institutionnelle. Et là, c'est un gigantesque enjeu pour nous, c'est une personne peut se loger dans la rue, mais il faut quand même qu'elle fasse 3 repas par jour. Et la question que certains d'autres associations vraiment ont pointée est une question cruciale. C'est la question déjà sur la base nutritionnelle, avant qu'on parle de la qualité nutritionnelle, c'est d'arriver à avoir une continuité, une coordination entre associations pour arriver à faire le nombre de repas attendus par jour, et on ne peut pas dire à quelqu'un. Alors, on s'est trouvé du point de vue de la coordination avec des situations très baroques, des zones blanches territoriales, des quartiers, des cantons, ou des bassins de vie au sens des ARS, où il n'y avait pas de distribution alimentaire. Et puis en même temps, moi j'ai fait beaucoup de maraudes alimentaires à Paris, des endroits où on était à la queue leu-leu, parce que je ne sais pas comment fonctionnait la régulation du 115. Et je me souviens, rue de Rivoli, il y avait la protection civile qui distribuait des sandwichs devant notre camionnette, nous au milieu, et derrière, le SAMU social qui distribuait des sandwichs. On a remonté une rue de Rivoli avec des gens qui croulaient sous les sandwichs. Bon. Donc là, on a au-delà du fait qu'on ne peut pas habituer la personne à ne prendre que des sandwichs, on avait un problème de coordination en métropole, en tout cas dans la métropole parisienne, et je l'ai observé très souvent, ce phénomène. Voilà ce que je voulais dire très, très rapidement. On développe, voilà, on cherche à trouver des architectures en partenariat avec les autres associations localement qui permettent de couvrir le très avancé, ce qui est une réponse mobile, l'orientation vers une épicerie ou un centre de distribution fixe, et puis après le relais qui peut être pris au plan sanitaire, psychologique, ou voire en termes de logement. Mais ces architectures-là sont, à mon avis, et qui nécessitent beaucoup de coordination. Je pense que les collectivités locales sont la cheville ouvrière parce qu'elles ont la maille de la proximité et la connaissance du tissu associatif, mais ces CAS, avec l'appui des directions de la cohésion et de la solidarité, devrait être le maillon de demain qui permet de monter ces architectures. On a une architecture en construction aujourd'hui avec la mairie de Toulon, les associations, de manière à créer ces niveaux de prise en charge. Voilà très rapidement, merci. Merci à vous, Monsieur Claude Balland, pour la Fédération française des banques alimentaires. Oui, bonjour à tous. Je vais déjà vous présenter Barbara Mauvillain, qui est la directrice des relations institutionnelles de la Fédération des banques alimentaires et qui a rédigé une longue note de 13 pages dont je me suis évidemment inspiré et qui pourra vous être renvoyée si vous en exprimez le besoin. 4 idées. La première, c'est que le réseau des 79 banques alimentaires est un outil de redistribution, j'allais dire, à bon compte pour l'État. Petit 2, le confinement a accru le besoin de l'aide alimentaire. Troisièmement, l'aide alimentaire a été bien soutenue et bien coordonnée par les pouvoirs publics au sens large. Et quatrièmement, je terminerai par des pistes, des suggestions de solutions au nombre de 6 ou 7. D'abord, un bref rappel sur le réseau des 79 banques alimentaires qui, avec les annexes et les antennes, font en 108 établissements physiques, donc qui couvrent vraiment toute la France. Et ce réseau assure 39% de l'aide alimentaire en France. Jusqu'à présent, les banques alimentaires, enfin jusqu'au premier confinement, les banques alimentaires ne distribuaient pas aux bénéficiaires finaux, mais redistribuaient cette aide alimentaire à 6011 associations
composée de CCAS, d'épiceries sociales et d'autres associations. On a redistribué en 2020 103 681 tonnes, 103 681 tonnes, à 2,1 millions de bénéficiaires, soit 224 millions de repas. Concrètement, ça fait 40,3 kilos par bénéficiaire final, et non pas par association, soit l'équivalent de 96 € par mois. Ça équivaut à une aide de 96 € par mois. Et quand j'ai dit que c'était une délégation de service public, finalement, qui redistribue beaucoup à moindre coût, parce que le réseau coûte 35 millions d'euros par an, avec les salaires des 567 bénévoles, les frais de location de certains entrepôts et de certains établissements, les camions, la réparation, etc. Donc 35 millions de coûts pour redistribuer une valeur alimentaire de 442 millions, puisque nous redistribuons principalement avec des bénévoles et on redistribuait, j'allais dire, majoritairement des produits qu'on nous donnait. Et justement, la Covid a fait évoluer ces grands principes fondateurs des banques alimentaires. La deuxième idée, c'est que la crise sanitaire et le premier confinement ont accru, évidemment, comme ça a déjà été dit par les collègues, la demande d'aide alimentaire. Alors, deux éléments statistiques, j'allais dire de mars à fin juin et après pour toute l'année, parce que vous allez voir, c'est différent. De mars à juin, le volume distribué a augmenté de 20%. Et c'est à peu près équivalent puisque les stocks ont diminué de 22%. Il y a eu une assez forte augmentation d'associations partenaires à qui on remet cette aide alimentaire puisque nous sommes passés de 5400 à 6011. Alors le supplément, c'est des CROUS, des associations étudiantes, et des associations qui se sont créées à l'occasion de la Covid, surtout dans les grandes métropoles, et dont une partie a subsisté. Donc actuellement, nous remettons à 6011 associations. Ça se décompose par 48,5% d'associations indépendantes, 26,3% de grands réseaux caritatifs, et les CCAS, 25,2%. Si on regarde maintenant sur la totalité de l'année, le nombre de bénéficiaires a augmenté de 6% et le volume distribué a diminué de 1%. Quels sont les nouveaux publics? Ça a été déjà dit par les collègues, les travailleurs précaires, au noir, les auto-entrepreneurs. 35% des personnes aidées ont déclaré avoir recours alimentaire depuis moins de 6 mois. C'est ce qui prouve que c'est des gens qui étaient au chômage de fait. Beaucoup de sans-abri et des camps d'immigrés. Deuxièmement, ça a été aussi évoqué, les familles qui ne bénéficiaient pas de l'aide de la cantine scolaire à bas coût. Il y a eu par exemple un afflux de familles de Marseille-Nord auprès de la BA de Marseille. Et troisièmement, les étudiants. Ça a été une façon pour nous de rompre la tradition qu'on ne remettait pas directement aux bénéficiaires finaux, puisque la région Nouvelle-Aquitaine et la région Occitanie nous ont demandé de distribuer des colis et des paniers aux étudiants. Ce qui a été fait puisqu'on a distribué entre autres 22 130 colis pendant le premier confinement. Et maintenant, près de la moitié des banques alimentaires continuent à servir des associations étudiantes. Et 23 banques alimentaires ont créé des associations, des épiceries solidaires, mais en partenariat, destinées aux étudiants, mais en partenariat avec d'autres associations ou des départements, ou Andes par exemple, ou la Croix-Rouge, etc. Là, je vais vous lire les résultats statistiques. Alors maintenant, quelle est la population à qui on remettait l'aide alimentaire entre le 30 septembre 2020 et le 10 novembre. C'est les résultats de statistiques qui sont remontés. Donc, les personnes avec 48 ans en moyenne, 70% étaient des femmes, 30% étaient des familles monoparentales, mais contrairement peut-être à ce qu'on pouvait attendre, 85% des personnes venant à l'aide alimentaire ont un logement.
plus d'un quart sont des chômeurs. 70% qui ont un travail long ont un travail à temps partiel. Évidemment, ces personnes ont des ressources financières limitées. 71% disposent de moins de 1 000 euros par mois. Les bénéficiaires déclarent économiser 92 euros en moyenne grâce à l'aide alimentaire. Et les personnes aidées, donc entre le 30 septembre et le 10 novembre, avaient un revenu moyen de 839 euros. La troisième idée, c'est que l'aide alimentaire a été bien coordonnée et très bien soutenue par les pouvoirs publics. D'abord, les soutiens financiers, ça a déjà été dit. Si on contracte, si on accumule les deux grandes catégories de crédits européens, les crédits du programme et les crédits exceptionnels, ça fait des plus 48%. L'État français nous a versé 3 subventions exceptionnelles appelées subventions Covid pour un total de 4 948 785 euros. Il y a eu aussi au niveau des départements ou des régions des subventions des préfectures, des subventions des collectivités locales, que ce soit région, département et mairie. Par exemple, la région Nouvelle-Aquitaine pour qu'on distribue aux étudiants 3 400 euros, la région Aura 300 000 euros, la région de Hauts-de-France 224 832 euros, sans compter la Bretagne, l'Occitanie, PACA, etc. Plus de nombreux départements, plus de nombreuses mairies, soit sous forme de subventions, de prêts de locaux, de prêts d'entrepôts et même de mise à disposition pendant le premier confinement d'agents municipaux comme à Poitiers ou Strasbourg, ou d'agents des CCAS mis à disposition pour pallier l'effondrement du nombre de bénévoles, puisque 65% de nos bénévoles ont plus de 65 ans et on leur a demandé de rester chez eux vu les risques qu'ils encouraient. Donc vraiment, nous avons bénéficié d'un faisceau de solidarité, y compris venant de l'industrie agroalimentaire et des coopératives agricoles, puisque le volume des dons provenant des industries agroalimentaires et des coopératives agricoles a augmenté de 32% au cours entre mars et la fin juin 2020. La quatrième idée, ce sont des pistes d'amélioration, des suggestions d'amélioration. D'abord, la première, c'est remédier à la baisse tendancielle et brutale de la ramasse. La ramasse, c'est ce que les banques alimentaires et beaucoup de collègues vont chercher tous les matins derrière Carrefour, enfin derrière les entrepôts de Carrefour, Grand Frais, Auchan, Leclerc, etc. Et cette ramasse qui avait déjà commencé à baisser avant même la crise de Covid, baisse maintenant brutalement. Entre mars, quand on quantifie ce qu'on a reçu de la ramasse en mars 2020 par rapport à mars 2019, ça a baissé de moins 32%. Quand on quantifie le produit de la ramasse d'avril 2020 par rapport à avril 2019, ça a baissé de moins 47%. Et cette baisse continue encore aujourd'hui de manière inquiétante. Par exemple, j'ai appelé le président de la BA de Bordeaux aujourd'hui. En une année 2020, le tonnage de la ramasse est passé de 3 000 tonnes en 2019 à 2 000 tonnes en 2020. Ça vient pour les raisons sont bien connues, meilleure gestion des stocks, les grandes et moyennes surfaces ont tout ouvert des solderies avec des produits en limite de péremption. Ça vient aussi de la concurrence que j'appelle légitime parce que c'est fini les monopoles d'autres associations ou d'autres démarches. Donc, il faudra qu'on réfléchisse parce que cet effondrement des dons des grandes et moyennes surfaces accentue l'institutionnalisation des dons, c'est-à-dire que la tradition des banques alimentaires jusqu'en 2019, c'est qu'on redistribuait 100% de produits qu'on nous avait donnés. Et au moment où on se parle, on redistribue 77% de produits qu'on nous a donnés. Le reste, les 23%, c'est les fonds européens, les subventions de l'État, les subventions des mairies, les départements, les régions et les préfectures de départements. Donc, ça change vraiment la nature de nos approvisionnements, cet effondrement de ce que nous donnent tous les matins les grandes et moyennes surfaces. Ça, c'est la première suggestion. La deuxième suggestion,
c'est qu'on voudrait bien que soit simplifiée et assouplie la procédure des marchés publics lancée par France Agrimaire pour utiliser les fonds européens. Il y a eu 5 appels d'offres lancés par France Agrimaire en 2020 qui se sont avérés infructueux. Par exemple, le marché du lait, par exemple, le marché de l'huile, ce qui fait qu'il y a eu un manque d'huile et un manque de lait dans de nombreuses banques alimentaires. Et deuxième conséquence de cette lourdeur, les livraisons se sont effectuées avec retard. 70% des aliments achetés avec les fonds européens 2020 ont été livrés en 2021. Toujours au sujet de l'utilisation des fonds européens, on voudrait qu'on redevienne à plus de diversité dans les produits que l'on peut acheter avec les fonds européens. Avant, nous pouvions acheter 45 produits et maintenant, on ne peut plus en acheter que 30, ce qui est insuffisant, surtout que ce sont surtout évidemment des produits secs. La troisième suggestion, c'est que ce concerne France Relance. Il y a beaucoup de banques alimentaires qui ont déposé des dossiers, mais qui comptaient encore déposer des dossiers pour bénéficier des 100 millions accordés sur le France Relance pour la modernisation des associations. Et on a récemment appris qu'il y avait tellement de dossiers déposés que la sélection allait se faire lors de la première distribution et qu'il n'y aurait pas d'autres distributions et que les 100 millions d'euros allaient être consommés pour les dossiers, certains dossiers qui avaient déjà été déposés. Or, de nombreuses banques alimentaires avaient déposé des dossiers pour créer des ateliers de transformation des aliments, d'amélioration des aliments et aussi pour créer des épiceries sociales pour les étudiantes. Ou aussi, je vais y revenir, d'initier des réseaux de distribution en milieu rural. Et je note d'ailleurs, c'est révélateur que personne n'en a parlé. C'est facile à dire, mais c'est un gros manque en France, une grande insuffisance. La quatrième idée, c'est de profiter de l'aide alimentaire pour délivrer de l'accompagnement social. Ça, c'est une orientation que s'impose maintenant la Banque alimentaire. Nous avons fait un sondage en décembre 2020 avec l'Institut de sondage CSA. Et 66% des bénéficiaires disent avoir besoin d'un accompagnement social, des bénéficiaires de l'aide alimentaire, évidemment. 84% des plus de 70 ans disent avoir besoin d'un accompagnement social. J'y reviendrai, c'est un des risques du chèque alimentaire, tel qu'il est instruit actuellement, de constituer une aide alimentaire directe qui amoindrirait, qui court-circuiterait l'accompagnement social. Et ça, à mon avis, c'est pas moi de parler pour les autres, mais ça concerne tous les grands réseaux qui sont ici présents et qui font aussi beaucoup plus que nous de l'accompagnement social. Donc, déjà au sein des banques alimentaires, nous souhaitons, après la fin de la crise sanitaire, reprendre nos actions d'accompagnement. Ça veut dire concrètement des ateliers sur la lutte anti-gaspillage, puisque la lutte anti-gaspillage est le deuxième grand objectif du réseau des banques alimentaires, reprendre les ateliers santé, reprendre les ateliers cuisine, avec des bus itinérants qui fonctionnaient comme en Gironde pour apprendre aux personnes à tirer parti des produits qu'on leur donne. Nous souhaitons aussi, ce qu'on a initié de force pendant la Covid, développer la délivrance directe des produits à des bénéficiaires finaux. C'est le cas des étudiants parce qu'on s'aperçoit que c'est une bonne façon de leur accompagner, de leur accorder de l'accompagnement social et lutter contre leur solitude. Concrètement, ça veut dire que beaucoup d'étudiants à qui on a distribué des paniers et des colis ont renvoyé l'ascenseur en venant dans des BA, entre autres pour organiser la grande collecte nationale des 27, 28, 29 novembre. La cinquième piste, c'est développer l'aide alimentaire en milieu rural. C'est facile à dire, c'est extrêmement difficile à faire. On a déjà quelques initiatives, comme dans le Morbihan, où la banque alimentaire, grâce à une subvention de l'État et du département, s'est acheté un car et la banque alimentaire fournit à la Croix-Rouge les aliments que la Croix-Rouge distribue au sein des chefs-lieux de canton du Morbihan et actuellement dans la Nièvre, mon département d'origine.
nous sommes en train de détecter des zones blanches pour voir comment concrètement on peut lancer une distribution itinérante de l'aide alimentaire. La 5e idée, c'est améliorer la qualité nutritionnelle des aliments distribués. Quand on regarde le panel des aliments que distribuent les banques alimentaires, en gros, pour aller vite, il y a trop de féculents, il y a trop de sucre par rapport, il y a trop de produits cuisinés par rapport aux normes nutritionnelles recommandées. Il n'y a pas assez de viande, il n'y a pas assez de fruits, il n'y a pas assez de légumes. C'est pourquoi les banques alimentaires sont candidates pour participer au nouveau dispositif du chèque alimentaire de 2 façons concrètes. D'abord, recevoir une partie des chèques alimentaires pour distribuer en même temps qu'elle distribue des produits secs comme à point pour que la personne à qui on donne ou les associations à qui on donne ces produits secs puissent acheter des compléments de produits frais, principalement fruits et légumes et viande, et bénéficier, deuxième façon, des chèques alimentaires pour être obligé d'acheter aux agriculteurs locaux, avec donc une obligation d'acheter aux agriculteurs et aux éleveurs locaux. C'est faisable puisque nous le faisons déjà, puisque ça a été accru pendant le premier confinement grâce à l'instigation de certaines régions. La région Nouvelle-Aquitaine, par exemple, nous a donné des crédits à condition qu'on consomme au minimum 25% des crédits par des achats aux agriculteurs locaux. L'aide de la région Occitanie a été un peu différente parce que c'est la région Occitanie qui a acheté elle-même aux éleveurs et aux agriculteurs locaux pour nous redonner aux banques alimentaires les aliments à redistribuer. La banque alimentaire de Saint-Lô doit utiliser les subventions du département pour acheter des produits régionaux, etc. Les Pyrénées-Orientales, de plus en plus de banques alimentaires achètent localement pour améliorer la qualité des aliments distribués. Et dernière suggestion, c'est que nous pourrions, même si des coopérations existent déjà, accroître, approfondir les articulations entre tous les grands réseaux distributeurs. Ça existe, mais c'est inégal selon le département. Et tout en respectant leur histoire, leur personnalité, leur individualité, leur spécificité, je pense qu'on peut faire mieux en matière d'articulation et de coopération. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous proposer. Merci à vous, Monsieur Balland, et merci à vous 5 associations pour ces propos liminaires. Sans plus tarder, je laisse la parole à Madame la rapporteure, Frédérique Puissat, donc, pour interroger et préciser sur certaines questions. Merci Madame la Présidente et merci à vous toutes et tous de votre intervention. Alors, j'avoue que j'ai noté beaucoup de choses. J'espère m'y retrouver dans tout ce que je vais vous énoncer et peut-être point sur lequel on attend un certain nombre de précisions. D'abord, vous remercier, vous individuellement, mais au-delà les équipes que vous représentez, parce que je crois que les personnes qui fréquentent les établissements que vous avez présentés, les associations que vous avez présentées, les points que vous présentez, sont toutes des personnes qui finalement ont tout perdu, y compris parfois la dignité, puisque quand on frappe à vos portes, c'est, je crois, parce qu'on a fait le tour de tout, y compris des solutions de proximité, et qu'on ne trouve rien. Alors, je voudrais revenir justement sur ces publics. Ce qui est assez paradoxal, finalement, c'est que durant cette crise sanitaire, alors même si, vous l'avez vu sur le questionnaire, nous ne nous arrêtons pas spécifiquement à cette crise sanitaire, enfin elle est quand même dans les esprits des uns et des autres, nous avons eu quand même sur cette crise sanitaire un déploiement de dispositifs démesurés, j'allais dire, j'utilise ce terme à dessein, qui avait pour vocation d'embrasser toutes les situations, y compris des personnes qui étaient des personnes demandeurs d'emploi, qui étaient en difficulté, y compris des personnes qui n'entraient pas dans les radars. Je pense notamment aux familles qui avaient des enfants qui fréquentaient les cantines scolaires. On n'aurait jamais pu penser qu'il fallait effectivement aller compenser le coût des cantines scolaires, et ça a été fait. Et finalement, avec des dispositifs qui sont adaptés, on constate quand même une augmentation du nombre de personnes qui fréquentent les structures alimentaires. Donc, comment est-ce que vous l'expliquez? Est-ce que nous sommes sur des enjeux de recours au droit, ou est-ce que nous sommes sur finalement des personnes qui échappent
aux dispositifs et j'allais dire aux services classiques que nous n'aurions pas forcément vus et qui du coup se retrouvent à vos portes aujourd'hui. De la même façon, vous avez parlé les uns les autres s'agissant de vos publics, de publics parfois pauvres, de publics parfois précaires, de publics hyper précaires ou de grande pauvreté. C'est-à-dire que vous avez utilisé des termes qui sont un peu différenciés. Est-ce que vous êtes aligné sur cette terminologie? Est-ce qu'il y a besoin effectivement de préciser un certain nombre de choses pour savoir de quel public on peut parler? Parce que finalement, on s'aperçoit quand même qu'on a beaucoup de mal à évaluer dans notre pays à l'instant T, notamment les publics précaires, qui sont les publics qui nous intéressent dans cette mission d'information, pour éviter qu'ils sombrent dans la pauvreté. Et est-ce que vous n'êtes pas au final un thermomètre, soit des publics qui sont finalement des publics pauvres et finalement un thermomètre de nos politiques préventives qui ont échoué, ou alors des publics qui sont encore des publics précaires et sur lesquels nous pourrions intervenir. Et dans ce cas-là, nous aurions besoin de remonter peut-être, s'agissant de vos institutions, de remonter d'informations plus précises, peut-être un peu plus régulières, même si je sais que d'un point de vue administratif, c'est un peu lourd, pour qu'on essaye de pallier cet enjeu de passage de la précarité à la pauvreté. Vous avez évoqué les uns les autres en termes de moyens, peut-être des situations un peu différentes. Monsieur Balland, vous avez expliqué que finalement vous aviez été au rendez-vous des aides. J'ai entendu le président de l'Ordre de Malte, Monsieur Favatier, dire qu'il n'avait pas du tout eu d'aide de l'État. Donc finalement, est-ce que vous êtes en capacité d'évaluer les montants qui seraient nécessaires aujourd'hui, étant entendu que j'ai bien entendu que toutes vous notiez que votre inquiétude face à la fin des dispositifs de soutien à l'emploi et avec la crainte éventuellement de voir arriver des publics nouveaux. Mais arrêtons-nous, j'allais dire, à aujourd'hui. Est-ce qu'il y a effectivement des besoins qui ne seraient pas couverts aujourd'hui avec l'augmentation des publics que vous avez eus? Enfin, s'agissant effectivement des enjeux territoriaux, vous avez évoqué, M. Balland, la ruralité. Alors c'est vrai que ça nous intéresse, mais pour autant, j'ai beaucoup entendu d'interventions sur les grandes villes, sur peut-être les métropoles classiques, Paris, Lyon, Marseille. Est-ce que la précarité, la pauvreté touche davantage ces populations-là où vous êtes en règle générale présent? Et du coup, vous pouvez mieux les mesurer? Ou est-ce qu'au final, il y a une pauvreté qu'on ne voit pas en milieu rural et qu'on ne peut pas mesurer parce que finalement, le maillage, je n'allais pas dire qu'il est inexistant parce que je pense qu'il y a quand même de très fortes mobilisations en milieu rural, mais en tout cas, il est moins présent et moins prégnant que ce qu'il ne pourrait être en milieu urbain. Voilà sur ces premières questions peut-être un peu transversales. Alors, qui veut commencer? Peut-être les Restos du Cœur, Monsieur Mirillon. Oui, peut-être j'avais deux ou trois éléments peut-être qui pourra compléter également sur d'abord ce que vous évoquiez sur comment dire les personnes qui ont été fragilisées par le confinement. Enfin, pour nous, c'était pas vraiment une surprise, c'est-à-dire que notamment sur la fermeture des cantines scolaires, on a d'ailleurs alerté dès les débuts du confinement là-dessus et avant même d'ailleurs la fermeture des établissements, parce que on avait déjà l'expérience de ça, parce que on avait déjà noté dans le monde normal que lorsque les cantines scolaires étaient fermées ou que les enfants n'y allaient pas, notamment le mercredi, on notait déjà une augmentation de ces publics sur nos activités de distribution à la rue. Donc en fait, ça faisait partie des alertes qu'on a portées très très tôt. Et c'est vrai que ce qui s'est passé avec la crise, c'est beaucoup, encore une fois, une fragilisation de personnes qui étaient déjà en précarité et qui se sont retrouvés sans rien. Donc c'est le cas de saisonniers, c'est le cas de travailleurs précaires, c'est le cas d'indépendants aussi qui se sont retrouvés sans rien, des étudiants dont on parle beaucoup ces temps-ci, etc. Donc là-dessus, c'est vrai que c'est pour l'instant la partie simplement immergée de l'iceberg, on va dire, qu'on perçoit, mais il va y avoir certainement quelque chose de plus massif. En tout cas, c'est ce qu'on redoute dans les prochaines années. Sur les remontées de données, pour vous répondre très vite, on est en train d'avancer beaucoup. C'est ce que disait Yann Auger, je crois, avec l'adresse, l'INSEE et la DGCS, puisqu'on a maintenant des remontées de données qui sont trimestrielles. Donc, on a eu, ces derniers temps, énormément de sollicitations sur ce volet-là. Donc, la statistique publique, en tout cas,
a pris cet aspect-là en compte et il devrait y avoir a priori des publications plus régulières là-dessus. Et sur les aides, effectivement, on a reçu des aides qui sont ponctuelles, qui sont importantes pour cette année, mais encore une fois, on ne sait pas de quoi sera fait demain. Les difficultés qu'on a eues, c'est parfois des difficultés de mise en œuvre de ces aides-là, que ce soit sur le plan d'urgence où c'était des aides en fait très décentralisées qui ont créé une complexité assez incroyable dans la mise en œuvre, même si au final, on a quand même été bien aidé, mais dans des conditions un peu difficiles. Sur le plan de relance, je crois que c'est Claude Balland qui en a parlé, la décision a été prise de débloquer l'intégralité de l'enveloppe en un appel à projet et non en 2 appels à projet. Donc là-dessus, de notre point de vue, c'est une décision sur laquelle il faut revenir. Et puis, il y a peut-être un sujet aussi qu'on n'a pas évoqué et qui là aussi est nécessaire, c'est sur la question des locaux, puisque dans les périodes de crise sanitaire et en particulier si on a plus de public à accueillir, on a besoin d'avoir des locaux qui soient adaptés à l'accueil de ces personnes. Et aujourd'hui, ça fait partie des très lourdes difficultés qu'on peut avoir, quoi. Enfin, je dis simplement un mot puisque c'est une initiative du Sénat qui a été prise à l'initiative des sénateurs Retailleau et Ferraud il y a un an. Vous savez que beaucoup d'associations et en particulier les restos reposent beaucoup sur la générosité du public, parce que nous, c'est la majorité de notre financement qui vient des donateurs privés. Il y a eu une décision du Sénat, enfin, en tout cas une proposition du Sénat qui a été votée de faire passer la loi Coluche, le plafond de la loi Coluche de 500 et quelques euros à 1 000 euros. C'est une disposition qui a été valable pour 2020 et pour 2021. Mais ensuite, pour l'instant, on n'a pas de certitude sur l'avenir et s'il n'y a pas de prolongation de ce dispositif-là, on retombera sur un plafond qui n'encouragera pas autant la générosité. Alors je pense qu'on en aura certainement besoin aussi en 2022. Peut-être compléter sur un sujet qui a été, sur 2 ou 3 sujets qui ont été évoqués. Vous avez parlé, Madame, du non-recours au droit, qui est effectivement un sujet qui nous préoccupe beaucoup et qui rend d'autant plus problématique le fait que nous ayons des difficultés pour poursuivre nos activités d'accompagnement des personnes qui viennent nous voir. Je vous donne juste un chiffre. Dans nos chantiers d'insertion, quand on questionne les salariés en insertion, on découvre que 80% d'entre eux obtiennent un nouveau droit quand ils arrivent dans nos chantiers d'insertion. C'est quelque chose qui est fondamental. Autre remarque sur la précarité, je crois que vous parliez des gens qui sont brutalement arrivés. C'est difficile de venir au Resto du Cœur, nous disent beaucoup des personnes accueillies. Et il y a des personnes qui reculent, qui essayent de se débrouiller sans les associations d'aide alimentaire. Et ce qui s'est passé avec cette crise, c'est que des gens qui étaient à la frontière ou qui auraient peut-être même déjà pu venir nous voir ont vraiment basculé d'un seul coup, et c'est ça qu'il faut prendre en compte. Vous parliez du milieu rural. Alors effectivement, c'est nous aussi une de nos préoccupations. On a beaucoup de zones blanches. On ne peut pas couvrir l'ensemble du milieu rural et pour les personnes, quelquefois, faire 15 km pour venir jusqu'à un de nos centres de distribution, c'est problématique. Et donc, une des priorités de développement pour nous dans les prochaines années, c'est des camions mobiles qui peuvent justement parcourir les villages dans la campagne pour pouvoir aller vers des personnes qui aujourd'hui sont invisibles, ne sont pas comptées dans nos statistiques parce qu'elles ne viennent pas dans un de nos centres alors qu'elles relèvent beaucoup de cela. Et puis un dernier point qui a été évoqué par le président des banques alimentaires, c'est l'accès à l'alimentation de qualité et locale. Je pense que c'est pas parce qu'on est dans une période de crise qu'il faut qu'on alimente les gens avec de la nourriture bas de gamme, peu variée. C'est un de nos sujets de préoccupation qu'on a développé dans certains départements avec l'aide de quelques collectivités locales pour acheter local et de qualité, si possible des produits bio. C'est pas parce qu'on est pauvre qu'on ne doit pas pouvoir y accéder. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est la nourriture bas de gamme qui est moins chère, vers laquelle évidemment les gens se dirigent. S'il y a une possibilité que nous, associations d'aide alimentaire, on puisse permettre un meilleur accès des publics à ce type de nourriture de meilleure qualité, on est évidemment preneur et c'est des choses que l'on pousse dans le cadre des débats qu'on a aujourd'hui sur le chèque alimentaire, voire la sécurité sociale alimentaire qui est évoquée ici. Merci. Merci. Sur la terminologie d'évolution, l'hyper-précarité, la précarité, la pauvreté, est-ce qu'il y a
quelqu'un qui... Secours populaire, Nicolas. Je vais avoir du mal à répondre intégralement sur la question de terminologie. En tout cas, sur ce sujet-là, ce qui est sûr, c'est que oui, on est un baromètre de la pauvreté et de la précarité, parce que pendant cette crise, on l'a vu. On est un baromètre et on est un baromètre rapide, c'est-à-dire que les populations, elles arrivent chez nous une semaine, 15 jours après les annonces de confinement. Mais en tout cas, on a la nécessité d'avoir une grande réactivité. Et vu que le sujet, c'est l'aide alimentaire, je voulais revenir sur un point qui a été peu évoqué, c'est l'importance dans nos réseaux de disposer de stocks alimentaires physiques. Alors notamment les grands programmes, c'est les programmes européens, hein, l'ex-FEAD et le futur FSE+. Mais en tout cas, d'avoir ces produits physiquement dans nos entrepôts, ça nous a permis très rapidement de réagir et de pouvoir organiser les distributions alimentaires. On a vu, alors l'État était présent, cependant, le temps que la machine se mette en route, on a vu des fonds déconcentrés arriver 3 mois, 4 mois, 5 mois après sur les comptes bancaires de nos associations locales. Donc heureusement qu'on avait ces stocks, heureusement qu'on avait ce réseau de bénévoles qui était là à notre disposition pour agir dans la rapidité. Je voulais revenir sur la question des moyens et sur la question du plan France Relance. Donc oui, il y a eu 100 millions d'euros de fléchés sur la lutte contre la pauvreté. Ça a été débloqué en une seule fois. Alors juste pour vous rappeler, il y a eu 2600 projets déposés pour un montant de plus de 500 millions d'euros. C'est pour ça que tout a été débloqué pendant la première vague. Pour moi, c'est révélateur d'une chose, c'est que le monde associatif, dans sa globalité, et c'est le cas de nos réseaux, est sous-financé sur ses besoins de financement structurel. Les Restaurants du Cœur disaient que la crise a révélé la sous-dotation en locaux et en moyens pour faire des actions. C'est même un petit peu plus large, c'est le manque de moyens pour nous organiser et pour, que ça soit dans les locaux, dans l'organisation, dans tout ce qui est système d'information, tout ça est relativement compliqué. Donc, pour souligner notre besoin d'avoir des financements et puis d'avoir de la lisibilité de financement, notamment en termes de dotation pluriannuelle. Voilà, et sur la terminologie, précarité, pauvreté, oui, alors dans nos nouveaux publics, on a des gens qui sont arrivés qui étaient effectivement à la limite et qui ont basculé ou alors qui ont été qu'un certain temps chez nous, le temps de rebondir. Évidemment, et on s'en félicite. Après, sur ce qui qualifie quelqu'un en voie de précarisation ou de vraiment pauvre, pour nous, c'est la longueur de présence dans nos dispositifs, en fait. Donc ça, on le saura avec le temps. Merci. Yann Auger. Oui, écoutez, je ne vais pas réagir sur tous les points, sur toutes vos questions. Sur votre interrogation sur le vocabulaire et sur la qualification des publics précaires, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais je trouve que les différences de vocabulaire illustrent aussi tout simplement le fait que les associations ici présentes ne s'adressent pas toutes, et c'est tant mieux, au même type de public et aux mêmes situations de fragilité. Le public qui fréquente une épicerie dans laquelle il va faire ses courses pour un coût de 30% de la valeur marchande n'est pas le même qu'un public qui va fréquenter un centre de distribution pour repas à chaud, principalement pour des personnes sans domicile fixe ou autre. Bon, je caricature énormément, mais voilà, juste pour que le propos soit clair. Donc, moi, ça ne me surprend pas qu'on ne qualifie pas les situations de la même manière. Et je trouve que cet état de fait que vous soulignez ne fait finalement que mettre en évidence quelque chose qui me surprend depuis 1 an et demi que je suis dans le secteur, que je regarde encore avec un œil presque neuf, c'est l'absence totale de planification des réponses en fonction des différentes situations de précarité. Je pense que c'est très complexe à mettre en place puisque les associations sont autonomes, chacune leur approche spécifique et nous compris. Mais néanmoins, à aucun moment,
il y a une autorité qui prend en main le sujet en qualifiant le besoin réel d'aide alimentaire et en le segmentant et en réfléchissant aux moyens à mettre en face. Ça paraît trivial ce que je dis, mais je ne crois pas que ça fonctionne comme ça aujourd'hui. Et peut-être est-ce un tort à un moment où la précarité explose et où les fragilités de nos organisations spontanées aux uns et aux autres sont mises en évidence. Voilà ce que je voulais vous dire sur cet aspect. Ensuite, vous nous interrogez sur notre capacité à mesurer les besoins non pourvus. En toute objectivité, enfin, je réponds pour ce qui nous concerne, moi, je pense que nous sommes incapables de faire ce travail-là. Il y a un lien avec le point précédent que j'évoquais. Par définition, nous ne voyons que les personnes qui frappent à la porte de nos dispositifs. Après, ces personnes sont acceptées ou non. À la limite, on peut fournir de la visibilité sur les personnes que nous ne sommes pas en mesure d'accompagner. Mais pour le reste, je pense que c'est un travail à part entière, une mission à part entière. Et peut-être que les très, très grandes associations ont une emprise territoriale et une vision sur les besoins tellement larges qu'elles sauraient répondre à ces interrogations. Mais je ne crois pas que la majorité d'entre nous en soit capable. Et puis enfin, sur la première question, et un petit peu en vrac, et sans prétendre être exhaustif pour répondre à vos questions, vous nous interrogiez sur la problématique, fait-on face à des situations de non-recours au droit ou est-ce qu'on a en face une réelle hausse des besoins? Je tire un petit peu le trait, mais c'était votre question. Je ne sais pas si on est en mesure d'y répondre vraiment, puisque avant même la crise, si on regarde les ordres de grandeur, l'aide alimentaire couvrait au mieux 50% des besoins des personnes sous le seuil de pauvreté. Si on manipule ces ordres de grandeur, sauf erreur, on était à peu près sur 8 millions de personnes sous le seuil de pauvreté et 5,5 millions qui fréquentaient l'aide alimentaire avec de très probables doublons assez massifs dans ces comptes. Donc, grosso modo, on peut considérer que 50% des publics ne fréquentaient pas l'aide alimentaire, alors qu'ils pourraient y avoir droit. Et avoir une appréciation dynamique de l'évolution de ce ratio avec la rapidité de l'évolution de la situation de la pauvreté, je suis bien incapable de vous répondre, mais ce point de départ et ces ordres de grandeur initiaux sont très, très clairs. Bon, voilà, pour fournir quelques éléments au débat. J'en profite pour vous dire que si les discussions se poursuivent après 16 heures, je serai hélas contraint de vous quitter. Oui, on envisageait éventuellement de déborder une petite dizaine de minutes au maximum parce qu'on a ensuite d'autres intervenants. Est-ce que certains d'entre vous veulent réagir aux propos de Madame la Présidente? Oui, Monsieur Claude Balland, avant de passer la parole à Madame Apourceau-Poly, pardon. Moi, je voudrais essayer, parce que je dis bien essayer, parce que tout ça, c'est très subjectif, de répondre à votre question. Pourquoi les besoins alimentaires cruciaux en milieu rural sont moins bien pourvus qu'ils ne le sont dans les grandes métropoles ou les banlieues? Je pense qu'il y a déjà un problème de mentalité. Alors, c'est là que je touche le subjectif. La pauvreté est minorée. L'insuffisance alimentaire, les besoins alimentaires. D'abord parce que dans l'idée, y compris des ruraux, être à la campagne, ça veut dire, ça sous-entend autoconsommation, on a son jardin, ce qui n'est plus vrai de beaucoup de personnes. Et deuxièmement, toujours dans la même subjectivité, la pauvreté est interprétée comme une insuffisance personnelle. S'il en est là, c'est qu'il n'a pas dû beaucoup se bouger. Troisièmement, il y a certains maires, à cause de ces deux interprétations de la pauvreté alimentaire, qui vous répondent, j'ai bien dit certains, dans ma commune, il n'y a pas de pauvres. Donc, quand vous essayez d'élaborer un réseau par où passer, où déposer les colis, on va dire, non, chez nous, il n'y a pas de pauvres. Bon. Et troisièmement, ou quatrièmement, il y a un problème, il n'y a pas d'anonymat. Imaginez un car avec les Restos du Cœur qui arrivent dans un hameau. Concrètement, c'est ça. Excusez-moi, j'habite un village. Les rideaux
s'ouvre légèrement, c'est pas possible, et un tel, ils bénéficient de l'aide alimentaire, ils sont pas si pauvres que ça, et ceux qui en bénéficient ont honte vis-à-vis des voisins. Et quatrièmement, il y a une grande pudeur, excusez-moi, là c'est un jugement de valeur qui se discute, une très grande pudeur, c'est-à-dire on n'ose pas révéler qu'on a le besoin, qu'on ne peut pas subvenir à ses besoins alimentaires. C'est pour ça que je crois, par exemple, mais ça se discute, que si on distribuait, si un jour le chèque alimentaire, une des formes alimentaires, c'était une carte magnétique pour acheter, par exemple, des produits bio, moi, je pense que le bénéficiaire n'oserait pas aller dans un rayon de 5 ou 10 km autour de chez lui, chez l'agriculteur bio, en disant, ben voilà, moi, je veux acheter sur cette carte, parce qu'il révélerait qu'il est en situation de dépendance. Et donc, voilà toutes les raisons pour lesquelles je pense qu'il y a un énorme besoin avec des agriculteurs en retraite qui ont les retraites que vous savez, 700 €, 800 €. Parfois, ils ne peuvent plus faire leur jardin et je pense qu'il y a une misère aussi forte que dans les banlieues et dans les grandes métropoles, mais qui est moins couverte. Madame la sénatrice Sapoursopoli. Oui, merci Madame la Présidente. Alors, évidemment, il y a beaucoup de choses qui ont été dites et je vous remercie également. Ça ne fonctionne pas. Fonctionne pas. Ah, il ne fonctionne pas. C'est Madame. Ah, pardon, excusez-moi. Oh, c'est bon là, non? Ah bon. Ah, s'il faut que ce soit rouge, ça m'arrange. Non, je rigole. Bon. Merci Madame la Présidente. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Évidemment, nous sommes aujourd'hui pour parler de la précarité alimentaire. Je suis de celles qui pensent, et je sais que beaucoup de collègues me rejoignent, mais que la pauvreté et que la précarité n'est pas qu'alimentaire. La précarité, elle est aussi quand on n'a pas accès au logement, elle est aussi quand on n'a pas accès aux soins, à la prévention, aux vacances, à l'énergie, à l'eau. C'est aussi de la pauvreté et de la précarité quand malheureusement nous n'avons pas accès à toutes ces choses qui devraient être des droits pour chaque citoyen. Alors, on est beaucoup, moi je l'ai fait dans mon département, j'habite le Pas-de-Calais. Alors je vous rassure monsieur, il n'y a pas un maire qui me dit qu'il n'y a pas de pauvres dans sa ville. On a 900 communes et malheureusement on est dans un département touché par la crise très fortement, mais comme plein d'autres, mais de plein fouet. Et puis, avec une ruralité à 63% donc, du département du Pas-de-Calais rural. Et donc, je voulais poser une question sur la pauvreté en milieu rural. Mais je vous remercie parce que je suis complètement en accord avec ce que vous avez dit sur la pauvreté en milieu rural. Alors, j'ai moi-même rencontré les associations et on me dit, alors localement, et y compris dans mon département, qu'il y a un bond, et on l'a entendu lors de précédentes auditions, sur les travailleurs pauvres. Actuellement, beaucoup de travailleurs sont en train de basculer donc dans la pauvreté. Beaucoup de gens qui gagnent le SMIC, qui ont eu donc du chômage partiel, même si le SMIC a été rémunéré à 100% avec le chômage partiel. Ceci dit, ils ont perdu leurs primes. Ils ont perdu leurs primes. Et donc, quand on gagne 1 300 € par mois et qu'on perd 200-300 € et quand on gagne 5 000 €, eh bien, ce n'est pas la même chose. Je veux dire, quand on gagne 5 000 € et qu'on en perd 1 000, et quand on en gagne 1 300 et qu'on en perd 300, tout de suite, le ratio n'est pas le même. Donc, je voudrais savoir si vous confirmez qu'il y a eu un bond de travailleurs pauvres qui se sont adressés à vos associations caritatives. Et puis, par rapport, j'ai entendu quelqu'un parler de la loi Coluche. Je suis moi-même de plus en plus sollicitée par les Restos du Cœur, mais qui sont souvent quand même installés dans les municipalités, et par le Secours populaire sur le manque de locaux. Alors, apparemment, même les bailleurs sociaux ont du mal à répondre à vos demandes, même si parfois vous arrivez à payer un petit loyer, si l'association,
on me dit que les bailleurs sociaux ont beaucoup de mal à répondre à vos demandes de locaux. Voilà. Et on sait bien qu'un comité, malheureusement, doit être dans la proximité parce que généralement, quand on est pauvre et précaire, eh bien, on n'a pas les moyens de se déplacer. Et notamment quand on est en ruralité et même quand on est dans l'urbain, on n'a parfois pas les moyens de se déplacer parce que la mobilité, eh bien, ce n'est pas gagné dans nos départements. Voilà. Donc, je voulais savoir ce que vous pensez de cette loi et comment on pourrait, qu'est-ce que vous feriez si vous étiez à notre place comme projet de loi pour avoir des locaux pour vos associations. Comment imaginez-vous cela? Alors, une question sur le public et une question sur l'évolution de la loi. Monsieur Dufour, monsieur le sénateur. Merci Madame la Présidente. Donc, merci à tous les intervenants, aussi présidents d'associations caritatives. Eu égard à ce qu'a indiqué notre collègue sur la loi là, concernant le logement, je poserai une autre question qui peut paraître peut-être anecdotique, mais enfin qui est importante aussi. Vous avez cité effectivement de nombreuses personnes qui venaient suite à la crise du Covid et pas que fréquenter vos associations et demander des aides. Mais avez-vous un critère et quel est le critère que vous utilisez pour faire face aux demandes? Parce qu'il y a des personnes qui pourraient demander, qui n'ont pas besoin et inversement aussi. Merci. On va prendre toutes les questions. Je crois que Madame la sénatrice Jacquemet, vous avez aussi une question et ensuite vous répondrez à l'ensemble des demandes. Oui, merci. Merci bien sûr pour toutes les informations que nous avons eues des différentes associations. Monsieur Balland, vous avez cité quelques chiffres qui m'ont interpellée, notamment la baisse brutale de la ramasse. Hein, vous parliez de moins 32%, moins 47%. C'est des chiffres que je trouve considérables. Et dans le département du Doubs, il y a Emmaüs qui a fait un don de 3 000 € à la banque alimentaire, justement. Est-ce que vous pensez que pour essayer de combler un petit peu cette diminution que vous constatez au niveau de la ramasse, c'est une autre orientation que vous pourriez envisager pour justement trouver plus de produits? Et la deuxième chose, vous avez parlé de l'articulation entre les différents réseaux de distributeurs. On peut faire mieux. Alors là, je vous rejoins parce que avant j'étais vice-présidente du conseil départemental du Doubs en charge justement des solidarités et on avait cette difficulté à lier et à mailler les différentes associations qui s'occupent justement de ce problème alimentaire. Alors, quelle solution, si vous en avez, pouvez-vous mettre en avant pour justement essayer que les différentes associations se parlent et travaillent mieux ensemble, d'autant que vous n'avez pas les mêmes critères. Hein. Certaines structures ont des critères bien précis, d'autres n'en ont pas et n'en demandent pas. Et voilà, et en plus, comment peut-on faire pour savoir si certaines personnes tapent à plusieurs portes ou pas, et si effectivement il y a un équilibre qui se fait entre les différentes demandes. Merci. Alors, est-ce qu'en visio, il y a une association qui souhaite prendre la parole? Je peux peut-être répondre à quelques questions. Sur les travailleurs pauvres, bon, on n'a pas de chiffres précis sur la question. Ce que je peux vous dire, et on en a d'ailleurs parlé dans les médias, c'est que sur nos activités de rue, on a vu effectivement pendant le premier confinement arriver des personnes dont le petit boulot avait cessé immédiatement, ou des travailleurs pauvres du style les livreurs Uber Eats, etc., qui se retrouvaient brutalement sans activité et qui n'avaient plus d'autre solution que de venir nous voir. Mais bon, voilà, je n'ai pas de chiffres plus précis, mais c'est vrai que des travailleurs pauvres, on en avait avant la crise, et la tendance ne peut être que dans l'augmentation. Il a été question des critères d'accès à l'aide alimentaire. Bon, chez nous, le seul critère, c'est un barème, une question de revenu. On regarde le revenu des personnes et on enlève le loyer, les charges de loyer. Et
le reste à vivre est comparé à un barème et en fonction de la composition de la famille, on a accès ou pas à l'aide alimentaire qui est en moyenne de 6 repas par semaine et par personne, 9 repas pour les célibataires. Je le dis parce que les personnes qui viennent nous voir mangent 14 fois par semaine, sans parler du petit déjeuner. Et donc, il y a effectivement des personnes accueillies qui vont dans plusieurs associations, et c'est très bien. Enfin, je veux dire, on serait assez choqué s'il fallait faire la police et dire toi, tu vas au Secours populaire, donc tu ne viendras pas au Resto du Cœur ou inversement. Il y a des gens qui sont vraiment dans une difficulté extrêmement aiguë, et il est normal qu'ils tapent à plusieurs portes pour arriver à s'en sortir un petit peu, parce que ce que nous leur donnons, je le dis, n'est quand même pas du luxe. La question des locaux. Alors, les locaux, la plupart du temps au resto, sont mis à disposition par des collectivités locales. Il est rare que ce soit les bailleurs sociaux qui nous les mettent à disposition. La plupart du temps aussi, c'est mis à disposition à titre gratuit, et c'est important pour nous parce que ce que l'on passe dans les loyers, c'est quelque chose que l'on ne passera pas dans l'aide aux personnes, et on paye en général les charges. Notre difficulté, ce n'est pas de trouver des locaux en général, c'est de trouver des locaux adaptés à notre activité. Je l'ai dit au tout début de cette séance, nous avons dû mettre en veilleuse, ou en tout cas adapter dans des conditions dégradées, toutes les activités d'inclusion sociale que nous faisons dans nos centres de distribution. Et aujourd'hui, le facteur limitant principal, c'est bien les locaux. Je vous donne un exemple. Dans beaucoup de centres, on donne des cours de français. Si on a une salle qui, avec les normes d'hygiène, ne peut accepter que 4 personnes, alors qu'elle en acceptait 10 ou 12 auparavant, mais on est obligé de limiter cette activité d'aide à la personne. Et c'est un sujet qui pour nous est crucial, sur lequel on alerte les élus locaux, on alerte les préfets pour essayer de nous donner accès à des locaux mieux adaptés à nos activités. Enfin, dernier point qui a été évoqué, mailler les différentes associations. J'ai entendu dire qu'il fallait qu'elles se parlent. Alors là, je vous rassure, nous parlons en permanence, et pas simplement dans les réunions nationales. Personnellement, je suis dans un département où l'entrepôt des restos était à 300 mètres de celui de la banque alimentaire, et chaque fois que nous avions des surplus trop importantes pour être écoulés avant les dates limites, on les échangeait avec la banque alimentaire et réciproquement. Donc ce genre de choses, on le fait. Alors ensuite, aller plus loin dans le rapprochement, je dirais attention à 2 choses. D'abord, effectivement, nous avons des principes qui sont dus à notre histoire, qui ont chacun leur légitimité. Je pense à la gratuité. La gratuité est un principe chez les restos. Ce n'est pas forcément le cas ailleurs. Je ne dis pas qu'on a raison contre le reste du monde, mais c'est comme ça. Chacun a ses principes, chacun a sa diversité. Et je dirais, la diversité des associations est une richesse qu'il ne faudrait pas appauvrir en voulant absolument tout coordonner, tout centraliser, tout uniformiser. C'est un peu comme en écologie, où la biodiversité, c'est une richesse pour s'adapter aux évolutions et réagir aux agressions et aux perturbations. Et bien, je crois que dans le milieu associatif, c'est plutôt une richesse d'avoir une multitude d'associations qui sont sur le terrain, qui se parlent, qui se coordonnent. Pendant cette période de crise qui nous réunit, je peux vous dire que nous avons été contactés par différentes associations pour pouvoir leur apporter des denrées. Je pense notamment dans le cadre des hôtels sociaux qui ont été réquisitionnés pour mettre à l'abri les personnes qui étaient dehors. Je pense aux associations d'étudiants que nous avons contactées. On a su nous adapter à cette nouvelle réalité. Il faut voir le côté positif des choses et ne pas penser qu'une centralisation permanente serait une amélioration. Honnêtement, nous ne le croyons pas. Merci. Oui, je crois que M. Balland a été interpellé plus directement. Je vais essayer d'être poli, je vais répondre aux questions de Mme la sénatrice. Je ne peux pas être poli parce qu'en plus, c'est l'organisation des locaux. Je vous tourne le dos à vous. Alors, Madame, vous avez posé deux questions. La baisse de la ramasse. D'abord, est-ce qu'elle peut être compensée par d'autres formes de dons? Oui, ça l'a été pendant la Covid.
puisque je vous ai dit qu'il y avait eu une explosion de générosité émanant des industriels. Alors la liste serait longue, hein, ça dépend des départements, Barilla, Harris, Danone, etc., qui ont appelé d'eux-mêmes en disant voilà, j'ai des stocks, parfois qu'ils ne pouvaient pas vendre à cause du confinement, mais enfin, une grande générosité. Ça a été pallié aussi par les aides qu'on a appelées les aides Covid exceptionnelles de l'État. Mais le problème, c'est que cette ramasse était une ressource pérenne. Et moi, je ne sais pas si, d'ailleurs, dès le deuxième semestre, la générosité des industries alimentaires et des grandes coopératives agricoles, c'est pas une critique, mais ont diminué par rapport à ce qu'elles avaient été entre mars et 2020. C'est ce qui est inquiétant. Et ce que je n'ai pas souligné, c'est aussi bien une baisse en quantité qui continue et qui s'accroît qu'une baisse en qualité, parce que un grand groupe que je ne citerai pas parce que je veux stigmatiser personne, mais avait des difficultés à l'époque, il a dû faire des économies et ne pas remplacer du personnel. Donc le tri était d'une très très mauvaise qualité. Beaucoup de BA m'ont dit mais ce qui arrive de tels grands magasins, vraiment tout est acheté. Enfin, on peut jeter 85% de ce qu'on nous donne. Je parle évidemment des fruits, des fruits et des légumes et des plats cuisinés. Et surtout que c'est des causes pérennes, la diminution de la ramasse. Il y a une meilleure gestion des stocks. Il y a aussi des éléments positifs, c'est-à-dire les grandes et moyennes surfaces achètent de plus en plus localement avec des produits qui sont frais, qui sont pas abîmés. Il y a les solderies, il y a les départements où on vend à bon prix les aliments qui arrivent à la péremption. Mais il y a aussi des éléments, ce qu'on peut dire, moi je lui ai dit, donc c'est pas une critique, ce qu'on peut appeler, même si ça a été une grande avancée, certains effets pervers dits de la loi Garot, où certaines grandes surfaces préfèrent vendre à des soldeurs qui leur traitent tous les problèmes de réduction d'impôts que donner aux banques alimentaires et aux autres grands réseaux. Donc c'est vraiment un vrai problème qui nous inquiète et qui menace l'avenir. Et ben j'ai commencé à entendre ça à partir du premier confinement, mais c'était tendanciel. Et en 2019, 44% des produits qu'on redistribuait venaient des grandes et moyennes surfaces. Et déjà en 2020, il n'y a plus que 38%. Donc, vous voyez que la baisse est assez forte. 38% des produits donnés viennent de ce qu'on appelle la ramasse. Alors maintenant, la coopération. Qu'est-ce que ça peut être concrètement à la coopération? D'abord, je réponds aux collègues et des Restos du Cœur. Effectivement, ça existe déjà. Je vais donner des exemples rapidement. Deuxièmement, mais aussi, on peut dire que ça dépend quand même de la personnalité et du président des BA et du président des Restos du Cœur ou de tous les collègues qui sont là. Il y en a dont c'est l'état d'esprit de coopérer, d'autres qui coopèrent moins. Et trois, sans citer, même si ultra minoritaire, il y a encore des effets d'affichage. Je dis ni où ni quand. On avait prêté un jour un camion à une de nos grandes associations partenaires parce qu'ils n'avaient pas assez de camions, on nous a rendu de camions. Alors le président de la BA dit « Ah bon, t'en as acheté un neuf ?»« Ah ben non, mais tu comprends, je préfère qu'il y ait mon logo sur le camion. » Bon, c'est ultra minoritaire, c'est symbolique. Mais je pense qu'on peut encore faire mieux, même si ça existe déjà. Soit on peut faire des actions en commun, je ne les détaille pas. Il y a des distributions pendant le premier confinement. Le premier confinement a été très grave, mais finalement, il a été un accélérateur, parfois d'initiatives sociales positives. Dans une ville comme Châteauroux, on a distribué dans certains quartiers directement avec les Restos du Cœur. On n'a jamais fait les choses tout seul. Ça a toujours été fait avec d'autres. Vous avez entendu que la distribution en milieu rural pour le Morbihan s'était fait en pleine concertation avec la Croix-Rouge. L'été à Bordeaux, mais pas seulement depuis le confinement, c'est la tradition que tous les grands réseaux demandent aux BA de distribuer à leurs adhérents. Ils nous envoient, entre guillemets, les adhérents, leurs usagers, ils nous envoient les listes.
Et pour compenser le nécessaire légitime départ en vacances de bénévoles, c'est les banques alimentaires qui distribuent depuis 2 mois. On a créé des épiceries sociales en commun, entre autres pour les étudiants. Et aussi, à chaque fois qu'on lance des initiatives pour la distribution en milieu rural, c'est jamais tout seul, c'est toujours avec une grande association. C'est soit des mutualisations par action, soit des mutualisations par équipement. On a tous les mêmes tendances, on essaie de créer un niveau régional de mutualisation. Donc ça peut être par exemple un entrepôt commun pour stocker au niveau de la région chacun nos stocks, on ne les mélange pas, qui après sont répartis par exemple pour les BA entre les différentes BA. Ça peut être le prêt d'un camion, etc., etc. Donc ça existe déjà. On a au niveau national de très bonnes relations d'écoute, on se voit régulièrement, mais je pense que parfois ça pourrait être plus. Voilà ce que je voulais dire simplement, tant que ça soit la moindre critique pour les autres. Parce qu'on s'inclut dedans, ça dépend des personnalités, des présidents ou des BA ou des autres. Merci à chacun d'entre vous. C'est vrai que c'est aussi la richesse de toutes les associations. Chacune a sa personnalité et chacune a aussi ses manières de faire. Je vous remercie très sincèrement. Je vois l'heure tourner, donc on va devoir clore cet échange. Merci à tous pour vos contributions. Et certaines réponses, par manque de temps, n'ont pas été complètes. Peut-être vous pourriez nous transmettre par écrit les réponses aux questionnaires qui vous ont été transmis, mais aussi aux questions qui ont été posées par nos sénateurs et sénatrices présentes. Écoutez, merci à tous. Je vous souhaite une bonne continuation et merci à tous vos bénévoles. Et parce que je pense que par les temps qui courent, c'est effectivement un engagement très très important et qui est incontournable et on ne pourrait pas faire sans votre travail au quotidien auprès des personnes qui sont les plus en besoin et donc on se doit aussi d'être auprès d'eux. Merci à vous. Merci à vous. Merci, bon après-midi. Au revoir.